espérez quoi de ce voyage? Retrouver la trace de mon fils. Christine. C'est lui, c'est mon fils, ça. Fais gaffe, je paye peur. Vous essayez tous les jours de le convaincre de revenir en France. C'est ça. Moi, j'ai de plus en plus peur. Les étrangers servaient surtout à la communication de Daesh, pour attirer d'autres étrangers. Alors que maintenant, il leur file une arme et il les envoie à la mort. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Ils vendent du rêve, c'est que du mensonge. Arrivés ici, les Européens découvrent que leur pays ne veulent pas d'eux. Ils les considèrent comme des bombes humaines. Ils ont une mission bien précise. Commettre des attentats et mourir. Si vous restez là, vous avez 90% de chances de mourir. Allez, on dégage. Drone! Il y a un drone! Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Des centaines de Français sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Et certains prennent le chemin du retour ou songent à revenir très sérieusement. En effet, l'État islamique a d'ores et déjà perdu près d'un tiers de son territoire. Dès lors, que vont devenir les djihadistes français? Ne vont-ils pas, ces soldats perdus du djihad, importer leur combat, la terreur, sur le sol français? C'est la préoccupation majeure des services de sécurité, des services de police, mais aussi du tout nouveau président de la République. Pour tenter d'en savoir plus sur cette menace, nous sommes partis à la rencontre de ces soldats perdus du djihad. Notre enquête a duré plusieurs mois. Elle nous a menés de Paris à Mossoul, en passant par Gaziantep en Turquie, à la frontière avec la Syrie. Gaziantep, point de passage pratiquement obligé pour ces djihadistes revenants, comme on les appelle. Alors souvent, ce billet retour est beaucoup plus cher à payer que le billet aller, car ces djihadistes risquent souvent la prison ou tout simplement la mort. Enquête sur les revenants français du djihad, c'est un document signé Kamal Redouani pour Ligne de Front et Enquête exclusive. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ce matin, Christine prend l'avion. Elle va tenter de ramener son fils, Thomas, un djihadiste français parti en Syrie. Vous espérez quoi de ce voyage? Tout. Retrouver la trace de mon fils. Voilà. Avec les nombreuses défaites de l'État islamique, Christine espère que son fils est parmi les déserteurs. Ce que l'on appelle les revenants de Daesh. Direction la Turquie. J'ai très peur de ce que je vais découvrir. Ouais, c'est une multitude de sentiments très variés, très difficiles à gérer. Gaziantep est la dernière grande ville turque avant la frontière syrienne, à 60 km. C'est la base arrière des djihadistes. Ils sont nombreux à se cacher ici. Christine nous a contactés pour l'aider à retrouver Thomas. Nous allons mener l'enquête pour elle. Nous commençons par lui présenter un premier intermédiaire. Christine. Un contact syrien. Cet homme connaît tous les groupes de combattants en Syrie et leurs chefs. Notre seule piste pour retrouver Thomas, c'est de lui montrer cette vidéo diffusée par un site d'information sur Internet. Christine y a découvert par hasard son fils Thomas, l'arme à la main, en plein combat en Syrie. C'est lui. Ici. Derrière, voilà, là, lui. C'est à l'extérieur de la ville d'Alep. Cette vidéo a été tournée à Khan el-Assal. Je me suis dit que c'était quand même incroyable que je tombe sur cette photo et qu'il ait été filmé, qu'il se soit retrouvé devant cette caméra. Moi qui suis plutôt cartésienne, je me dis que c'est comme si on m'avait mis une piste sous les yeux. Comment Thomas a-t-il basculé? Il s'est converti à l'islam et s'est radicalisé en 2014. À l'époque, il travaille dans un garage en région parisienne, un garage fréquenté par des islamistes.
Son mentor est Fabien Klein, l'un des leaders des djihadistes français. Il a été un proche de Mohamed Merah et il est l'auteur du message audio revendiquant les attentats du 13 novembre au nom de Daesh. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible. Cet homme est un redoutable recruteur. Il a radicalisé et déraciné des dizaines de Français. En 2015, un mois après l'attaque de Charlie Hebdo, Thomas et Fabien Klein prennent la route du djihad, direction la Syrie. Un convoi de 4 voitures. Et c'est Thomas qui a la charge de faire traverser la frontière à la femme et aux 3 enfants de Fabien Klein. À chacun sa route pour éviter les contrôles. Aujourd'hui, Thomas combat en Syrie et Christine ne s'en remet pas. Chaque fois que je le revois là, Nous finissons par rapidement nous retrouver coincés au milieu des rafales d'armes automatiques. c'est pour le moins incroyable. Je suis sûre que c'est lui, mais j'ai tellement l'impression que c'est irréel. C'est choquant, très très choquant. La première fois que j'ai vu ça, j'avoue que j'ai mis quelques mois avant de m'en remettre. Vous pensez que vous allez pouvoir nous aider à retrouver Thomas? Vous savez, en Syrie, il y a plusieurs factions de combattants contre Bachar el-Assad. Ils ne sont pas tous en lien les uns avec les autres. Je vais contacter mes amis à l'intérieur de la Syrie. Je vais leur envoyer cette vidéo et on va essayer de retrouver la trace de ce groupe. Comme Christine, près d'1 millier de mères françaises espèrent voir leur enfant rentrer du djihad. Parviendra-t-elle à le ramener en France? Depuis 2 ans, l'État islamique perd des batailles et du terrain en Irak et en Syrie. Certains djihadistes européens ont été éliminés par des frappes ciblées. Mais où sont passés les autres? Daesh a perdu 30% de son territoire. Mossoul, la capitale de l'État islamique en Irak, est en train de tomber. Pour les djihadistes français et européens, l'heure est à la désillusion. Il y a encore quelques mois, ils brûlaient leurs passeports. Et venez avec nous, venez nous rejoindre. Ils menaçaient la France. Ceci est un message pour tous les habitants de la France. Sachez que les soldats de Dawla Islamia se sont déployés partout. Et le cauchemar ne fait que commencer. Certains sont passés à l'acte, comme Abdelhamid Abaoud, le chef des commandos du 13 novembre. Aujourd'hui, 232 Français seraient morts en Syrie et en Irak. 700 hommes seraient encore sur place, mais combien ont prévu de rentrer? Et pour quoi faire? Nous avons retrouvé certains d'entre eux. Je m'appelle. Je suis de France, de la ville de Marseille. Je regrette d'être venu à l'État islamique. 290 femmes françaises sont aussi en zone irako-syrienne, avec près de 500 enfants. Désabusées ou veuves, elles fuient souvent un nouveau mariage forcé, comme Mariam, originaire du sud de la France. Je suis française. J'étais à Raqqa chez Daesh. Beaucoup de ces djihadistes se disent repentis. Mais peut-on leur faire confiance? Arrête de te moquer de moi. On sait des choses sur toi. Parle-moi franchement. Allez, parle. Qui t'a entraîné? En France, les autorités craignent que ces revenants clandestins commettent des attentats. Quant à ceux qui veulent négocier officiellement leur retour, on ne leur facilite pas la tâche. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un particulier empressement des autorités françaises de permettre le retour de ceux qui sont sur zone. Ces djihadistes français représentent-ils une menace? Leurs camarades de combat ont accepté de nous répondre. Ce ne sont pas des repentis. Ils sont envoyés en mission dans leur pays d'origine pour commettre un attentat et pour mourir en martyrs. Français et djihadistes, nous avons remonté la piste de ceux qui sont aujourd'hui prêts à tout pour rejoindre notre pays. À Gaziantep, Christine attend des nouvelles de l'informateur syrien. Elle espère retrouver son fils Thomas, parti faire le djihad. Elle tue le temps en sillonnant la ville, comme une simple touriste. C'est complètement irréel d'être ici. Hein.
Puis bon, il est forcément passé par là. Hein. Il a forcément passé un petit peu de temps ici quand il a fait sa trajectoire en voiture. Je pense. Elle scrute les visages et imagine à chaque instant croiser le regard de son fils. Il peut avoir un déclic, il peut avoir changé d'état d'esprit. Sait-on jamais, compte tenu de la situation en ce moment en Syrie, de Bachar qui reprend le pouvoir dans son pays, passer la frontière syrienne, quitter le combat, oui. Je garde ça quand même à l'esprit. Ce serait tellement extraordinaire de le voir ici. Deux jours plus tard, notre contact est de retour et les nouvelles sont bonnes. Il aurait retrouvé le groupe de Thomas. Son chef de guerre s'appelle Abou Mohamed. C'est un djihadiste proche d'Al-Qaïda. Il a 6000 hommes sous ses ordres. Il est redouté et l'armée américaine a essayé de l'assassiner sans jamais y parvenir. Abou Mohamed a accepté une conversation téléphonique. Notre appel a eu lieu juste après la reprise d'Alep par le régime de Bachar el-Assad. Ce coup de fil est inespéré. Pour Christine, il met fin à 15 mois de silence. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je suis la maman de Thomas. Est-ce que vous avez rencontré mon fils? Est-ce que vous le connaissez? Comment allait-il? Comment vivait-il? Je ne l'ai pas rencontré personnellement et je ne sais pas grand-chose sur lui. Mais quand j'ai regardé la vidéo, j'ai reconnu quelques hommes qui étaient à ses côtés. Et je vais, avec l'aide de Dieu, les contacter. La situation est difficile ici à Alep. Il me faut 24 à 48 heures pour y arriver. Thomas est un frère qui est venu nous aider dans notre combat en Syrie. Je vais tout faire pour le retrouver et vous aider. Merci, vraiment merci beaucoup. Pour Christine, ces mots d'un djihadiste résonnent comme une lueur d'espoir. Dans quelques jours, elle aura plus de nouvelles. Christine a souhaité se rapprocher de la frontière syrienne. Elle va découvrir pour la première fois la terre qui la prive de son fils. Christine, tu vois les trucs blancs là-bas? C'est les camps de réfugiés syriens. D'accord. Nous ne sommes qu'à quelques centaines de mètres de la Syrie. Cette mosquée surplombe la frontière. Avant la guerre, ce lieu grouillait de touristes. I speak English a little. Aujourd'hui, la majorité des visiteurs sont des réfugiés syriens, notamment ces femmes en noir. Christine? Oui? Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ces femmes tout en noir? C'est pas ma culture, c'est pas ma religion, c'est pas... Mais bon, encore une fois, on est ici et ça ne me choque pas. Ils sont dans des pays où c'est leur religion, où ils pratiquent. Vous voyez votre fils Thomas avec une de ces femmes? Ça ressemble à la préhistoire, l'avidissement de la femme. J'arrive pas à comprendre comment il a pu basculer là-dedans. J'arrive pas. Je m'y ferai jamais. Ça me dépasse totalement. Il a tellement été élevé à l'occidental que j'arrive pas à comprendre comment on peut basculer du tout blanc au tout noir. Malgré le fossé qui les sépare, Christine tente d'engager la conversation avec ces femmes. Bonjour, comment
Comment tu t'appelles? À la frontière syrienne, il est difficile de faire la différence entre les pros et les anti-djihadistes. Mais elle pense que ces femmes peuvent l'éclairer sur la vie que mène Thomas en Syrie. Vous êtes syrienne? Elle recherche son fils, Thomas, qui est en Syrie pour le djihad. Elle veut savoir comment il vit là-bas. Nous aussi, nous avons perdu des hommes et des enfants en Syrie. C'est triste. Elle a envie de vous montrer la photo de Thomas, son fils. Ah, il est beau. Il est beau grâce à Dieu. Il n'y a pas de différence entre nous. Il est très beau. Je le prends en photo. Elle va le mettre sur son Facebook pour l'envoyer en Syrie. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux portes de la guerre, ces mères partagent la même souffrance. Tu es la bienvenue chez nous. C'est gentil, merci. La douleur ne s'arrête pas à un territoire ou à une religion. Aujourd'hui, 700 jeunes Français sont encore aux côtés de Daesh. Combien ont prévu de rentrer? Pour essayer d'approcher ces djihadistes en fuite, nous nous rendons à Mossoul, en Irak. La ville est alors bombardée par la coalition internationale. Et sur le terrain, l'armée irakienne avance chaque jour face aux hommes de l'État islamique. C'est quoi la situation sur le front? Tout va bien, on progresse. On va combattre Daesh jusqu'à réussir à les jeter hors de l'Irak. Nous voulons rejoindre la ligne de front pour voir comment l'armée irakienne gère les populations tout juste libérées. Fais gaffe au sniper. Certains terroristes arrivent-ils à se fondre parmi les réfugiés qui fuient en zone libre? Dès qu'on libère un quartier, on le laisse à la police fédérale. C'est elle qui le fouille. Elle le sécurise et nous, on avance. À quelques centaines de mètres de la ligne de front, seules les armes ont la parole. Il y a encore 24 heures, cette zone était à Daesh. Cet ancien bâtiment administratif avait été transformé par l'État islamique en caserne pour les djihadistes européens. Les Français, les Belges, les Allemands y faisaient leur classe. Le sergent Ali, formé par l'armée américaine, y entre pour la première fois. Les Européens étaient ici, c'était leur QG. Ils essayaient de ne pas trop attirer l'attention des habitants de la ville. C'est un centre d'entraînement pour eux. Ils apprenaient aussi l'arabe pour pouvoir passer inaperçus dans ce pays. Pas de chambre individuelle, mais des dortoirs avec des lits superposés. C'est peut-être ici que les terroristes qui ont frappé Paris et Bruxelles ont appris à manier les armes. Regardez, c'est spécialement conçu pour les snipers. Ils apprenaient à tirer et à atteindre leur cible. C'est une méthode militaire pour les tireurs d'élite. Grâce à Dieu, nos hommes sont passés à travers. Le camp disposait aussi de cachots installés dans d'anciennes douches. Ils en avaient fait leur prison. Sur ces barres en fer, ils ligotaient les djihadistes et les enfants du califat qui ne suivaient pas les règles ou qui étaient indisciplinés. L'aviation irakienne a bombardé le site la veille. La plupart des djihadistes ont réussi à quitter les lieux. Ils ont fui par ce tuyau. Ils se protégeaient contre les balles. Ça leur a permis d'éviter que les avions irakiens et ceux de la coalition les repèrent. À l'extérieur, certains ont été abattus en tentant de se replier. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Il n'y a que Dieu qui peut me juger car je suis un homme. J'appartiens à Dieu, à rien d'autre. Ni religion, ni couleur de peau, rien. Je suis un homme, c'est tout.
Dans ce quartier à peine libéré, les rares habitants restés sur place hésitent encore à parler librement. Tu as croisé des Européens dans le quartier? Oui, 4 ou 5 habitaient ici. Tu connais leur nom? Non, mais ils s'appelaient entre eux Abou Yaouira, Abou Othman, des noms comme ça. Comment ils se comportaient avec les habitants du quartier? Quand ils passaient, nous les jeunes du quartier, on leur disait bonjour. On leur serrait la main pour éviter les problèmes. Si on ne le faisait pas, ils nous disaient « Pourquoi vous ne nous saluez pas? Vous nous détestez? Vous êtes contre nous ?» Alors on essayait de les éviter au maximum. On disait bonjour et on s'éclipsait. On rentrait vite fait chez nous. Depuis le début des combats entre les djihadistes et l'armée, 250 000 habitants de Mossoul ont pris le chemin de l'exode. Bienvenue! Que Dieu vous garde! Ils sont bloqués ici. C'est un point de contrôle des services de renseignement de l'armée irakienne. Le problème pour les services secrets, c'est de trier la population. Repérer qui sont les djihadistes en fuite et s'il y a des Européens parmi eux. Les femmes et les hommes sont séparés. Tout le monde doit patienter. J'en ai marre de voir ta tête. Allez, va au fond. Je te l'ai dit, je veux plus te voir. Dégage! Accroupis, le ventre vide, ils doivent attendre l'autorisation des services de renseignement irakiens pour quitter les lieux. Daesh m'a tiré dessus quand j'ai essayé de fuir. J'entendais les balles siffler au-dessus de ma tête. Mais heureusement, ils m'ont raté. Ils nous considèrent comme des mécréants. C'est grâce à un listing secret que l'armée essaye de débusquer les djihadistes en fuite. L'officier qui dirige le checkpoint est confiant dans l'efficacité de ses renseignements. On a des espions au sein de Daesh, mais aussi dans les zones libérées. Ils nous donnent des infos, et ici on les attrape comme des mouches. Ils essaient de nous tromper, mais on est plus malin qu'eux. Malgré ce discours rassurant, curieusement, pour les services de sécurité irakiens, les femmes ne présentent aucun danger. Seuls les hommes sont suspects. J'attends qu'ils me rendent ma carte d'identité pour que je puisse monter dans un camion. Ils vérifient si tu es un djihadiste? Oui, si tu en es un, tu es foutu. Sinon, tu peux franchir cette étape. Ce jour-là, 3 djihadistes sont interpellés, mais nous ne sommes pas autorisés à les filmer. Je peux avoir ma carte? Non, pas ici. Tu verras après. Les réfugiés sont embarqués dans des bus ou des camions, sans connaître leur destination finale. Si les militaires sont méfiants, c'est que certains de ses habitants ont acclamé Daesh à son arrivée à Mossoul en 2014. Mais 2 ans sous l'autorité des djihadistes ont mis fin à leur ferveur. À chaque checkpoint, l'armée vérifie à nouveau les identités pour tenter de débusquer les terroristes qui auraient réussi à passer entre les mailles du filet. On est fatigué. On en a marre d'attendre. Pourquoi ils ne nous autorisent pas à passer? Ils vérifient vos papiers. C'est pour votre sécurité. Ils ont des listes de noms pour repérer les djihadistes. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est à vous de les dénoncer. Chaque jour, grâce à ces multiples contrôles, des dizaines de djihadistes sont interpellés. Mais nous allons découvrir que certains parviennent pourtant à s'enfuir. Retour à Gaziantep avec Christine. Va-t-elle retrouver Thomas, son fils parti faire le djihad en Syrie? Est-ce la fin de son calvaire? Après quelques jours d'attente, Abou Mohamed, le chef de guerre, a tenu parole. Il a ordonné à un de ses hommes de nous rencontrer en Turquie. Nous sommes sur la route. Ok, je vous attends.
Thomas est-il encore en vie? Va-t-il accepter de rompre le silence? Et ça fait drôle, enfin, voir rencontrer quelqu'un qui a combattu dans ce groupe-là. Même s'il ne connaît pas personnellement Thomas, rien que de savoir qu'ils étaient au même endroit, ils ont certainement dû partager des choses quand même, je ne sais pas. Et pour moi, c'est une piste là, c'est quelqu'un qui est important. J'y mets beaucoup d'espoir en tout cas. C'est cet homme qui détient la réponse. Le rendez-vous est fixé à l'abri des regards dans un appartement en plein centre-ville. Christine se retrouve aux côtés d'un djihadiste qui vient de quitter les combats. Malgré les apparences, cet homme a côtoyé et combattu aux côtés des membres d'Al-Qaïda. Il vient de raser sa barbe et de revêtir des vêtements civils. Je suis ici pour me reposer de la guerre. On était encerclés à Alep. Mon groupe a rejoint Al-Qaïda, mais moi je préfère prendre mes distances. Je rejoins l'armée libre. Christine surmonte sa gêne et elle se lance. Merci d'être là déjà. Elle imagine le pire, mais la réponse est inattendue. Le jeune qu'elle a vu sur la vidéo, ce n'est pas son fils. C'est un Syrien de ma région. C'est vrai, il se ressemble énormément. J'essaye de le joindre, mais son téléphone est hors zone. Regardez, ça c'est une photo récente. Il s'est coupé les cheveux. C'est pas possible, non, c'est pas possible. Je te dis que c'est mon fils, ça. Non. 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 Christine refuse d'y croire. C'est pas possible. Regardez, il est là. Mais c'est pas possible, mais c'est lui. Remets en arrière le film, s'il te plaît. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. Le choc est terrible. C'est un coup dur pour elle. Mais moi aussi, j'ai été étonné de voir la ressemblance entre un Français et un Syrien de ma région. Ouais, mais c'est vrai que c'est incroyable, c'est pas possible. Et il a les mêmes traits, les mêmes bras. En quelques minutes, la seule piste qu'elle avait pour retrouver Thomas disparaît. Christine réalise que pour l'instant, sa quête n'a plus d'espoir d'aboutir. Avant de quitter la Turquie, elle décide de s'arrêter dans un champ d'oliviers, à la frontière syrienne. Les arbres, c'est ce qui est enraciné dans la terre. Pour moi, c'est une signification. Et que là, j'ai l'impression que j'essaye de communiquer avec mon fils. Ça peut paraître idiot, mais bon. J'ai envie de lui dire que j'aimerais bien le trouver, que je le cherche. Que je voudrais pouvoir lui dire ne serait-ce que quelques mots. Lui dire que je l'aime et qu'il me manque. J'aimerais qu'il sache que je suis là. Mais même si je crie, il va pas m'entendre. Il est là, juste en face. Ne sachant pas si elle aura l'occasion de revoir Thomas un jour, elle lui dit adieu, symboliquement. C'est des fous furieux qui m'ont enlevé mon fils, qui m'ont pris mon fils, qui lui ont fichu sa vie en l'air. Et la vie de toute sa famille, la Syrie. Tu rentres, tu n'en ressors plus. Le piège se referme. Daesh ne laisse pas partir ses combattants.
Ceux qui tentent de fuir sont abattus par des snipers ou emprisonnés. Mais des centaines de déserteurs parviennent toutefois à s'échapper. Beaucoup sont européens. Mourad est un journaliste syrien. Il a croisé le chemin d'une dizaine d'entre eux. Sa dernière rencontre avec un repenti date d'il y a quelques semaines. C'est une franco-marocaine, originaire de Marseille. Elle a suivi son mari à Raqqa. Je suis française. J'étais à Raqqa chez Daesh. J'étais enceinte et mon mari et moi, nous n'avions plus d'argent. On est allé voir les hommes de Daesh pour leur demander de l'aide. Ils nous ont dit, on n'a plus rien à vous donner. À la mort de son mari, Mariam dit avoir découvert le vrai visage des combattants de Daesh. Elle est alors promise à un émir. Mon mari est mort à Manbij. Il combattait les Kurdes. Après sa mort, je me suis retrouvée seule avec ma fille, chez moi, sans soutien. Un Syrien est arrivé et m'a dit « J'ai une bonne nouvelle. Amin, notre émir, va t'épouser. Fais-toi belle et prépare-toi. » J'ai répondu « J'en veux pas. » Il m'a dit « Tu vas le faire, que tu le veuilles ou non. » Mariam décide de fuir. Elle est battue et jetée en prison. À sa troisième tentative d'évasion, elle réussit à quitter ses geôliers. J'ai contacté ma mère. Je lui ai demandé de venir en Turquie et de me trouver une solution. On m'a battue et jetée en prison. Il me disait « Pourquoi tu vas aller en Turquie ? Les Turcs sont des mécréants. » Il y avait avec moi beaucoup de femmes en prison. Et toutes voulaient fuir en Turquie. Il y avait une Marocaine, une Turque, une Américaine. Finalement, j'ai réussi à contacter un passeur qui m'a aidé à fuir et à rejoindre la ville d'Azaz. Je me suis cachée dans un camp de réfugiés et j'ai été repérée par un combattant de l'armée libre syrienne. Il m'a demandé d'où j'étais, j'ai répondu « Je suis française et je viens de fuir Daesh. Et j'attends un passeur pour m'aider à traverser la frontière vers la Turquie. » Au passage de frontière, Mariam est arrêtée par les autorités turques qui la livrent au service de renseignement français. Elle serait aujourd'hui incarcérée en France. Pour Mourad, si de nombreux djihadistes fuient Daesh, c'est bien sûr à cause de la guerre, mais aussi parce que leurs conditions de vie sur place se sont beaucoup dégradées. Les djihadistes étrangers qui viennent de France, d'Amérique ou des pays développés avaient un salaire de 800 $ par mois. Si chez vous en Europe, cette somme ne signifie pas grand-chose, en Syrie, avec ça, tu es le roi du monde. Sauf qu'aujourd'hui, les djihadistes ne touchent plus que 50 $ par mois. Et là, ils ne peuvent plus vivre décemment avec. En plus, les étrangers servaient surtout à la communication de Daesh, pour attirer d'autres étrangers, alors que maintenant, il leur file une arme et il les envoie à la mort. Comment s'organisent les djihadistes français pour quitter le territoire de Daesh? Qui les aide à s'échapper? Pour répondre à ces questions, il faut traverser la frontière turque, direction la Syrie et la ville d'Azaz. Nous avons rencontré Abou Rifat. Il est l'un des dirigeants de l'armée libre syrienne dans la région. Nous nous dirigeons vers la ville d'Azaz. Elle est proche du poste frontière turque. Abou Rifat est l'un de ceux qui organisent la fuite des djihadistes depuis Raqqa. La plupart des déserteurs arrivent sur son territoire affamés et exténués, mais aussi endettés auprès d'un passeur. Ils sont tous regroupés ici, à Azaz. Abou Rifat nous autorise à rencontrer l'un d'entre eux. Son lieu de détention est tenu secret. Comme ça. Ce djihadiste est enfermé dans une maison appartenant à son passeur. Il attend que quelqu'un paye sa rançon. Je m'appelle. Je suis de France, de la ville de Marseille. Je regrette d'être venu sur l'État islamique
Ça a été la plus grande erreur de ma vie, d'être venu ici, d'avoir quitté ma famille en France, mes parents, mes sœurs, car j'ai entraîné ma femme et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Si je pouvais revenir en arrière et recommencer et prendre la décision de ne pas venir et d'être resté en France, je l'aurais fait. En fait, ils vendent du rêve, c'est que du mensonge et malheureusement, on se rend compte une fois qu'on est là. Maintenant, ce que je veux, c'est partir de là, sortir de Syrie et revoir la vie que j'avais en France. Il déclare n'avoir aucun lien avec les attentats commis en Europe. Les opérations extérieures pour faire des attentats, je ne suis pas au courant et on m'en a jamais parlé. On m'a jamais proposé. Et je ne sais pas ce qu'il en est, qui dirige ça et qui décide qui va ou qui accepte. Peux-tu nous dire qui étaient tes chefs? Des Irakiens, des Syriens ou des Européens? Alors, ceux qui commandent, ceux qui sont le plus haut placés, ce sont les Syriens et les Irakiens. Ce ne sont pas les Mouhajirines. Comme cet homme, il y aurait 1000 djihadistes étrangers retenus à Azaz. Pour les libérer, leurs passeurs réclament à leur famille ou à leur ambassade une somme qui avoisinerait les 15 000 €. Les Français doivent aussi obtenir le feu vert des services de renseignement pour regagner la France. Le nombre de djihadistes qui fuient Daesh augmente chaque jour, et c'est surtout des étrangers. Ce sont nos hommes infiltrés chez Daesh qui les aident. Arrivés ici, les Européens découvrent que leur pays ne veulent pas d'eux. Ils les considèrent comme des bombes humaines. Ils sont bloqués chez nous, et c'est un fardeau pour l'armée libre. Selon nos contacts en Syrie, les autorités françaises récupéreraient en priorité les djihadistes suspectés d'être en lien avec les attentats commis en France. À la différence des Européens, les déserteurs de nationalité syrienne paient 10 fois moins. Ils arrivent à se fondre dans la masse des réfugiés et vivent dans la clandestinité en Turquie. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il y a à peine 3 semaines, il combattait encore à Raqqa. Pour lui, la repentance des djihadistes occidentaux est un leurre. J'ai jeté toutes mes affaires. Je n'ai gardé que mes habits. Les gens qui fuient Daesh, ils se rasent la barbe. Mais moi, j'ai gardé une barbe longue. Je ne voulais pas que Daesh pense que j'allais les quitter. Et combien tu as payé pour fuir de Raqqa jusqu'ici en Turquie? Chaque personne paye 1 000 $. Moi, si j'avais les moyens, j'irais jusqu'en Europe. Je ne resterai pas ici. L'homme accuse ses ex-compagnons de djihad. Ce ne sont pas des repentis. En fait, ils ont une mission bien précise. Ils sont envoyés pour commettre des attentats dans leur propre pays. Ils sont censés mourir en martyrs. Commettre des attentats et mourir. Une déclaration effrayante. Mais que vaut la parole d'un ancien djihadiste? Retour à Mossoul, en Irak. Depuis le début de notre tournage, l'armée a encore gagné du terrain. Les djihadistes se sont repliés dans la vieille ville, inaccessible aux blindés. Ne passe ni à droite ni à gauche. On va en face. Les djihadistes étrangers vont-ils résister ou mourir ici? Fais gaffe à ta tête. Sur la ligne de front, les militaires épuisés par les combats sont à cran. Allez, on se regroupe. On marche l'un derrière l'autre. Allez, suivez-moi. Pour l'instant, Daesh résiste.
Au bout de la course, une poignée d'hommes en armes. Nous sommes sur la ligne de front. Ce matin, les combats étaient vraiment violents. Notre unité a réussi à faire fuir Daesh. On a mis la main sur 2 bâtiments. Celui-ci et un hôtel qui est juste à côté. Ce bâtiment, c'est le musée de Mossoul. Venez, suivez-moi. Nous sommes une petite poignée de journalistes à y pénétrer pour la première fois. À l'intérieur, il ne reste que de la poussière et des gravats. Souvenez-vous, la vidéo de propagande de Daesh diffusée sur le net, montrant des djihadistes en train de saccager les vestiges du passé. C'était ici. Aujourd'hui, seules quelques étiquettes rappellent les collections du musée. C'est un des murs que l'on voit sur la vidéo de Daesh diffusée sur Internet. Regardez ce qu'ils ont fait de ce lieu. Ils ont tout saccagé. Ils ont détruit la plupart des œuvres. Pour les autres, ils les ont sûrement exportées à l'étranger. J'espère que notre gouvernement va réussir à les rapatrier. C'est quoi ces tirs qu'on entend? Nous sommes interrompus. Les combats reprennent. Les djihadistes essayent avec des tirs fournis de reconquérir le bâtiment. Nous sommes priés de quitter rapidement les lieux. Si vous restez là, vous avez 90% de chances de mourir. Allez, on dégage. Fais-les partir. Nous partons en laissant derrière nous des combattants qui n'ont pas l'intention de céder le moindre bout de terrain. Mais alors que nous pensons être hors de portée des balles... Drone! Il y a un drone! Un drone de Daesh nous survole. À chaque fois que l'armée avance, les services secrets irakiens interrogent la population. Grâce à ces informations, les militaires arrivent à arrêter les djihadistes en fuite. Pour approcher ces prisonniers, nous allons parcourir en compagnie d'un soldat une trentaine de kilomètres dans un territoire à peine libéré. Comment est la situation là-bas? Tout va bien. Que Dieu vous garde. Notre destination, Hammam al-Alil, une ville de 25 000 habitants. Ici, un tribunal vient de rouvrir. Les djihadistes y défilent à longueur de journée pour y être interrogés. Et l'un après l'autre, ils passent devant un juge d'instruction. Voici l'un d'entre eux. C'est un Irakien de 27 ans. Il est soupçonné d'être un espion de Daesh. Tu es devant le tribunal de Hammam al-Alil. Il a été arrêté dans son village natal, où il avait trouvé refuge. Tu as un avocat? Non. Voilà. Lui sera ton avocat. Il va te défendre. Ce sont des hommes comme lui qui servent de relais aux djihadistes en fuite. Est-ce que tu as fait allégeance à Daesh ou pas? Non, pas du tout. Au début, je les ai rejoints juste pour apprendre un peu plus sur l'islam. Je voulais juste approfondir mes notions de l'islam. Tu as fait ça en 2016. En 2016, tout le monde était au courant des crimes et des horreurs que Daesh faisait. On savait tous qui ils étaient. Pour éviter la peine de mort, le djihadiste minimise son rôle. Arrête de te moquer de moi. On sait des choses sur toi. Parle-moi franchement. Tu les as fréquentés, tu as étudié dans leur mosquée. Donne-moi le nom de leur responsable. Allez, parle. Qui t'a entraîné?
Je vous assure, je n'ai pas fait allégeance. Maintenant, je voudrais juste reprendre mes études et reprendre ma vie. Le djihadiste maintient sa déclaration et ne manque pas d'audace. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous allez me libérer? Je ne crois pas. On n'en a pas fini avec toi. Si tu es innocent, notre enquête le dira. Il sera finalement transféré à Bagdad pour y être jugé. Vous avez beaucoup de djihadistes qui fuient Mossoul ici? Désolé, je ne peux pas vous répondre. Ici, 200 djihadistes attendent d'être jugés et aucun n'est français. Avant de quitter l'Irak, nous retournons vers les rescapés de Mossoul. Ils sont aux portes d'un camp de réfugiés. C'est ici qu'ils retrouvent leur identité. Tu es heureux? Oui, je le suis. Tu avais peur? Oui, bien sûr. Si tu vois un djihadiste de Daesh ici, tu le dénonces? Évidemment, je les combats déjà depuis le début. J'étais un soldat. Ils m'ont jeté en prison, ils m'ont tabassé et malmené. C'est en franchissant cette porte qu'ils vont être considérés officiellement comme des réfugiés. Une dernière fouille, avant d'avoir le droit à une tente et à un repas chaud. Combien de djihadistes ont réussi à tromper la vigilance de l'armée irakienne? Ici, personne n'ose en parler, sauf les plus insouciants. Mes voisins dans le camp sont des anciens de Daesh. Tes voisins ici sont de Daesh? Oui, ils ont jeté leurs affaires et leurs armes. Ils sont comme tout le monde ici. Dans ce camp, la règle est d'éviter les confrontations. La survie passe avant tout. Je ne sais pas où est ma famille. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Pourquoi tout ça? Moi j'ai 80 ans. J'ai jamais fait de mal à personne. Pourquoi tout ça? Ils n'ont pas peur de Dieu. À partir de cet instant, civils et djihadistes en fuite vont cohabiter derrière ces barbelés. Comme les Français que nous avons rencontrés à Azaz, de plus en plus de djihadistes choisissent de déserter. Ils sont 200 à avoir réussi à atteindre la France. Systématiquement, la République les place en détention provisoire et les juge. La majorité des cas sont traités à Paris par le tribunal de grande instance. Aujourd'hui se tient le procès d'un homme, Thierry Valorus. Souvenez-vous, en octobre 2014, un journaliste d'enquête exclusive l'avait côtoyé en infiltrant un groupe de jeunes radicalisés. À cette époque, tout commence dans un parc public de la capitale. À côté des enfants qui jouent dans un bac à sable, des hommes barbus s'entraînent au combat. Deux Français sont à l'origine de ce groupe. Nous les avions repérés sur Facebook. Le premier est un salafiste qui se fait appeler Abou Aïssa. Sur Internet, il affiche son amour pour Daesh. Le second, d'origine antillaise, c'est Thierry Valorus, aujourd'hui de retour. Il se faisait appeler Abou Abdelmalik. Les membres de ce groupe se préparaient sous nos yeux à partir en Syrie. Lui, c'est en Afghanistan, tu vois. Et franchement, les meilleurs moudjahid sont en Afghanistan, tu vois. Les meilleurs, eux, c'est la... Ouais, Hichem. Et des fois, on va faire la chambre. Des fois, tu connais des fois qui vont passer en voiture? Ouais. Et une fois, ça passe sur la voiture, tu vois. Ouais.
tranquille, du moment que tu es mieux, rejoins. Pourquoi tu pars en Tunisie? Ouais. Hein? Moi? Ouais, quand tu veux Tunisie, c'est Kramar, il y a beaucoup de Tunisiens qui partent là. Non, mais genre tu passes de la Libye, hein? Après là-bas, tu sais, même à l'aéroport, en Libye, ouais. C'est des frères c'est un trafic. Hein. Ah, mais quand je vais partir jusqu'à la Libye, après, ou pas? Moi, je vais partir direct, frère. Toi, tu voudrais partir quand? Non, je sais pas, toi, mais je me bien partir. Aujourd'hui, Thierry Valorus, alias Abou Abdelmalik, est poursuivi avec 3 autres djihadistes pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pour son avocat, Maître Pradel, la France n'a d'autre choix que de les accueillir. La France a un problème avec les jeunes qui rentrent de Syrie. La France ne peut pas les repousser, ne serait-ce que parce que dans l'écrasante majorité des cas que nous constatons, ces jeunes qui partent et qui reviennent sont français et seulement français. Donc la France est leur pays et c'est un des devoirs de la France que de recueillir les personnes qui sont ses ressortissants, qu'elles aient commis des infractions ou non. Abou Abdelmalik fait partie de ceux qui se déclarent repentis. Il a été arrêté en Turquie après avoir passé moins d'1 mois en Syrie. Il l'explique en disant qu'il a vécu la situation du peuple syrien comme une véritable injustice. Il explique qu'il a constaté l'inertie et l'absence de volonté de la communauté internationale à intervenir. À partir de ce moment-là, la résolution qui a germé en lui d'y aller, alors pour aider, étant précisé que pour lui, aider, ça pouvait vouloir dire aller combattre. Ça pouvait vouloir dire prendre les armes pour défendre des personnes qui lui semblaient être dans la difficulté. Abou Abdelmalik a été condamné à 7 ans de prison. Il aurait notamment fréquenté lors de son séjour en Syrie l'un des bourreaux de Daesh. Comme Abou Abdelmalik, la plupart des revenants de l'État islamique sont aujourd'hui en prison, en attente de leur jugement ou accomplissant leur peine. Nous avons exceptionnellement recueilli l'histoire d'une femme revenue de Raqqa en Syrie. Elle témoigne à visage couvert par peur des représailles. Nous l'appellerons Nadia. Pendant 1 an et demi, Nadia vit une histoire d'amour avec un garçon. Mais un jour, il disparaît. Nadia n'a rien vu venir. L'homme qu'elle aime s'est radicalisé en secret. Et sans la prévenir, il est parti combattre aux côtés de Daesh en Syrie. Aujourd'hui encore, Nadia a du mal à raconter cette descente aux enfers. Donc du jour au lendemain, il disparaît, il part là-bas. Il vous a contacté. Quel est le sens de son premier message? Excusez-moi, c'est choquant. Il me disait qu'il était bien arrivé, que tout s'était bien passé, voilà. Il n'a même pas précisé le lieu où il se trouvait, hein. Il m'a dit je suis en terre bénie. Bon. Le délire, quoi. C'est l'incompréhension totale pour Nadia. Son petit ami est musulman comme elle, mais il n'était pas pratiquant. En France, Nadia a un travail, elle gagne sa vie. Elle décide pourtant de rejoindre l'homme qu'elle aime. Et vous partez dans quelle idée? C'était une opération de sauvetage, quoi. Une opération, il faut que je le voie. Opération, il faut que je le voie, il faut que je voie dans ses yeux, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Vous prenez un vol pour la Turquie, Gaziantep, à la frontière syrienne. Vous faites appel à des passeurs. C'est ça. Vous traversez la frontière et vous le retrouvez donc à Raqqa? Oui, on se retrouve tous les deux à Raqqa. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est fou de joie? Non. Non. Ça se passe pas du tout comme des trouvailles de gens qui s'étaient manqués. Non. Un visage assez fermé, pas de sourire. Je sais même plus s'il m'avait demandé si ça s'était bien passé. Il était juste content que ça soit passé. Depuis son arrivée sur place, le petit ami de Nadia a passé plusieurs mois à combattre dans les rangs de Daesh. C'est devenu un autre homme. Il vient de quitter le front pour la retrouver à Raqqa, une ville que Nadia découvre en état de guerre. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais terrorisée. Quand vous arrivez à Raqqa, il y avait une fumée noire, épaisse, irrespirable, de pneus brûlés.
Je me disais, mais où je suis arrivée, quoi. Puis il y avait les bombes, hein, clairement, il y avait des bombes. Hein, Bombardement sur des un cas. bombardements, et du coup, je lui demandais, mais il faut absolument qu'on... C'est pas une vie, quoi, il faut absolument qu'on s'en aille. Non seulement son petit ami n'a aucune envie de s'en aller, mais Nadia doit en plus se plier aux règles de Daesh et de la charia, la loi islamique. Vous le retrouvez et qu'est-ce qui se passe? Vous vous mariez avec lui, Ah, non, oui, c'est ça? Oui, c'est le passage obligatoire devant le tribunal. Bon, Mais combien de temps après avoir la retrouvé, là, on organise cette... le lendemain matin. Le lendemain matin, oui, votre le arrivée. lendemain matin. On est arrivé au milieu de la nuit. Le lendemain matin, première heure, on arrive à un bureau, un homme qui nous demande de nous installer et qui nous pose des questions très singulières. Hein, voilà, vous vous connaissez, vous étiez déjà mariés, ou la dot. On signait un papier et on était mariés. Vous vous installez avec lui? Vous vivez ensemble? S'installer, voilà. Je vois l'habitation de fortune dans laquelle il est pseudo-installé. Hein. Un appartement quasi délabré, hein. Les fenêtres défoncées, refaites, voilà, des vitres de fortune recollées sur des murs défoncés, j'imagine par les bombardements. Hein. La porte qui se fermait à peine. Voilà. Je pouvais pas rester là-dedans. Ce ne sont pas les villas avec piscine qui sont promises à ceux qui rejoignent les rangs de Daesh. Non. Pas un raquin en tout cas. Le couple va vivre pendant 3 mois dans ces conditions extrêmes, au milieu des ruines. Vous essayez tous les jours de le convaincre de revenir en France, mais vous n'y parvenez pas. Non, et... Il est heureux? Mais on vivait plus pour survivre en fait. C'était de la survie, c'était pas vraiment une vie. Donc s'il était heureux, moi je le voyais pas hein, en tout cas. Moi clairement c'était pas le cas. Je pleurais presque tous les jours. Lui, je sais pas comment il vivait cette histoire, mais il y avait pas un jour qui se passait en disant mais ta famille te manque même pas quoi. Ta famille, tes proches, tes amis. Mais qu'est-ce qu'il répondait à ça? Il me disait non. L'important, c'était de participer à la construction d'un État prospère. Il fallait y participer juste, ne serait-ce juste par sa présence, en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, d'ailleurs, lui? Mais bah justement, ma compagnie, il faisait rien. Il faisait exactement comme moi, quoi. Il survivait, il mangeait, il dormait, il buvait, il allait acheter à manger. Moi, j'ai de plus en plus peur. Voilà, la tourmente est de plus en plus accentuée et... lui, il veut toujours pas partir. Entre Nadia et son petit ami, les relations s'enveniment. Il devient violent, agressif. Un jour, il disparaît et abandonne Nadia. Mais à Raqqa, les lois de Daesh interdisent à une femme de vivre seule. Elle est donc envoyée dans une maison pour femmes. C'est en réalité une prison. Et donc vous rejoignez cette maison dans laquelle il n'y a que des femmes? C'est ça. Et quelles sont les conditions de vie dans cette maison? Déjà, on retrouve toutes sortes de situations, des femmes avec des enfants, des femmes sans enfants, des femmes, des veuves, des femmes de tout horizon, de toute origine, européennes, américaines, russes. Qui sont venues là pour rejoindre quelqu'un, un homme, ou qui sont venues d'elles-mêmes pour épouser la cause de l'État islamique? La plupart, quand même, rejoignaient des hommes. Leur mari, en l'occurrence. Elles avaient souvent... Ou leurs compagnons. Voilà, déjà des enfants. Une centaine de femmes vit dans une maison comme celle-ci, gardée 24 heures sur 24 par des hommes armés. Les rares fois où Nadia peut sortir, elle est escortée par des hommes de Daesh et recouverte d'une burqa noire de la tête aux pieds. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappaient dans ce que vous avez vécu au quotidien? Oui, les enfants. C'est clair que pour moi, c'était les premières victimes... de la guerre. Hein. Mais ils étaient en contact avec l'État islamique, l'idéologie de l'État islamique? Oui, au sein de la maison, tous les jours, il y avait des vidéos diffusées en fait sur des écrans d'exécution de mécréants? De mécréants, de dissidents. Mais quelle était la réaction des mères? De protéger sans doute leurs enfants d'images atroces? Non? Pas forcément, non. Pas forcément. Il fallait pour certaines, c'était des images normales. J'ai regardé une fois parce qu'on était en groupe et je me passe toujours le film dans ma tête. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas un film, quoi. C'est la réalité.
c'est pas du faux sang, c'est pas... c'est la réalité, quoi. Pour moi, c'est comme si je les avais vus en vrai, quoi. Et je prenais l'enfant à côté de moi et puis je lui cachais les yeux. J'étais là, j'étais en train de lui cacher les yeux. Instinctivement, j'ai réagi comme ça avec le plus petit qu'il y avait à côté de moi, quoi. Il avait quel âge? Il avait peut-être 3 ans. 3 ans ou 4 ans, pas plus. Et puis je regardais sa mère en disant « Mais faut pas que les enfants regardent ça !» Ces vidéos d'exécution d'une violence inouïe sont passées en boucle par Daesh pour conditionner les enfants dès leur plus jeune âge. En ce qui vous concerne, vous avez à un moment, cette histoire du califat, ça vous a fait rêver, ça a été parmi vos motivations pour rejoindre les rangs de l'État islamique, ou jamais? Ah non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Impossible. Je peux pas... je vois pas en quoi on peut apporter la paix en apportant l'horreur à un peuple, quoi. Nadia vit 5 mois dans cette prison de femmes. Un jour, elle réussit avec 2 autres Européennes à soudoyer un garde pour s'enfuir. Elle n'a qu'un seul but, rentrer chez elle, en France. Et étonnamment, le voyage sera beaucoup plus facile que prévu. Et votre retour en France s'est passé dans quelles conditions alors? J'ai tout simplement transité avec des migrants, quoi. Après avoir transité en bus jusqu'à la frontière, il n'y avait pas de formalité spéciale. Il y avait la frontière, il y avait les tanks turcs, et il y avait le côté turc et syrien. Du coup, il y avait des groupes qui se formaient à la nuit, des groupes de migrants. Les Syriens nous ont dit de passer la frontière moyennant 1 ou 2 billets par personne. Nadia arrive saine et sauve en Turquie. Elle est repérée par les douaniers. Ils alertent les autorités françaises et l'expulsent vers Paris. Et donc vous êtes interpellé à l'aéroport? C'est ça, c'est ça. Et mise en détention? Non, garde à vue, pendant peut-être 2 jours. Et ensuite, je retrouve ma famille. Après avoir été interrogée par la police, Nadia reste étonnamment libre pendant 6 mois sans le moindre contrôle judiciaire. Elle est ensuite mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Le même chef d'accusation pour tous les revenants de Daesh. Ça vous a choqué cette mise en examen? Oui. Vous la comprenez, étant donné la situation, étant donné ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'État islamique? Oui, j'ai été assez surprise, surtout par le chef d'accusation, hein, qui est très très pesant, très significatif, quoi, qui me qualifie carrément de terroriste. Aujourd'hui, Nadia attend son jugement. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Nous avons appris que son petit ami a lui aussi réussi à rentrer en France. Il est aujourd'hui incarcéré. Il y aurait encore quelques 700 Français dans les rangs de l'État islamique. La France n'en a donc pas fini avec ses revenants. Mais quel traitement judiciaire leur réserver à leur retour en France? Pour l'instant, le principe de précaution incite la Cour de cassation à les considérer comme des terroristes, quitte à restaurer le délit d'opinion ou le délit d'appartenance, ce qui pose quelques difficultés au regard de nos grands principes fondamentaux. Il faudra absolument à l'avenir sortir de cette ambiguïté juridique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive.